Bienvenue à vous qui nous regardez. Comme vous le pouvez voir, on a un petit problème de connexion avec Thomas, donc on va l'entendre. Vous allez pouvoir lui poser des questions, il va nous répondre, mais on ne le verra pas ce matin. Peut-être est-il encore en pyjama. Donc, je vous espère en bonne santé. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez certainement des questions quant à la crise économique que nous vivons en conséquence de la crise sanitaire. Nous allons tout faire pour y répondre avec deux économistes plutôt hétérodoxes, Aurélie Piette et Thomas Porcher. Nous allons aborder deux grandes questions. Comment analyser cette crise et les décisions économiques qui sont prises depuis un mois et comment imaginer le monde d'après? En résumé, peut-on vivre dans une société sans croissance? Pendant toute la conférence, comme vous pouvez le voir, vous pouvez poser des questions en direct. Je les lirai et ferai en sorte de les poser à nos deux invités, mais vous êtes très nombreux ce matin, donc je vais faire au mieux. Aurélie Piette, bonjour. Vous êtes économiste. Vous défendez l'idée d'une économie transmoderne, plus globale, plus humaine, plus qualitative, plus éthique et plus positive. Et vous avez écrit Quand l'homo economicus saute à l'élastique sans élastique, chez Plomb en 2019. Thomas Porcher, tu es économiste, membre du collectif des économistes atterrés, professeur à la Paris School of Business. Tu es l'auteur du traité économique hérétique, En finir avec le discours dominant chez Fayard en 2018 et toujours chez Fayard, du livre Les délaissés, comment transformer un bloc divisé avec une force majoritaire. On va commencer d'abord, avant d'imaginer le monde de demain, prendre un petit temps pour analyser cette crise. Quel syndrome révèle-t-elle? Cette crise, pour vous, Aurélie et Thomas, est une opportunité de faire une pause et de réorienter le modèle de société? Ou est-ce le début d'un effondrement plus vaste? On peut prendre par exemple le cours du pétrole qui a plongé en tarif négatif à moins 39 dollars le 20 avril. Est-ce une preuve du dérèglement de l'économie mondiale, cette chute du cours du pétrole? Aurélie, pour commencer peut-être, pendant que Thomas essaye de régler sa caméra. Non, c'est véritablement pour moi l'opportunité, la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de justement changer notre modèle. Et globalement, elle est le syndrome d'une crise qui s'ajoute à de nombreuses autres crises que nous étions en train de vivre. Une crise économique déjà, mais une crise écologique surtout, une crise sociale, une crise démocratique. Donc, cette crise sanitaire aujourd'hui vient vraiment pour moi nous témoigner que ce monde est malade et qu'il est impératif aujourd'hui de changer de modèle. Et ça nous témoigne aussi une certaine vulnérabilité, une certaine dépendance qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et véritablement cette confirmation pour aller vers un nouveau modèle. Thomas, est-ce que c'est pour toi le début de l'effondrement ou est-ce que c'est juste un moment pour faire une pause? Bon, c'est vrai que le prix du pétrole, c'est le thermomètre du fonctionnement de l'économie tel qu'il est. C'est-à-dire que quand le pétrole augmente trop à des seuils très élevés, plus de 100 dollars, ça veut dire que l'économie est en surchauffe, même si elle est de fait tout le temps en surchauffe d'un point de vue environnemental. Et quand elle descend à des chiffres, elle est en sous-fonctionnement. Alors effectivement, là je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est l'opportunité, enfin, d'un point de vue environnemental, là on est tous très contents parce que ça veut dire que la planète consomme moins d'énergie fossile et si elle en consomme moins, l'environnement se porte mieux. Donc c'est effectivement une opportunité peut-être pour changer. Mais là où c'est inquiétant, c'est que comme c'est un thermomètre de l'économie, là vous avez quand même des pans entiers. C'est ça que ça signifie avec un prix négatif, c'est que vous avez des pans entiers sur la planète, mais en même temps aussi proches de chez nous, qui vivent très gravement cette crise. C'est-à-dire que là, quand vous regardez, vous avez tout un tas de précaires aujourd'hui qui n'ont qu'un chômage partiel ou qui n'ont pas encore accès aux aides de l'État et qui augmentent les banques alimentaires. On le voit bien dans le 93 où les fils s'allongent, où concrètement, vous avez des gens aujourd'hui, des mères au foyer, qui disent qu'elles ne réveillent pas leurs enfants le matin pour qu'ils puissent sauter un repas. Donc, vous voyez, donc, même si le prix est très négatif et que c'est bon pour la planète, ce que ça implique derrière économiquement, c'est très difficile de s'en réjouir. Et quand je vais après un peu plus loin, vous regardez par exemple des pays comme le Congo-Brazzaville, un pays pauvre, effectivement qu'on a obligé à être mono-exportateur de pétrole, notamment via les aides du FMI qui étaient conditionnées au fait qu'il faille que ces pays se spécialisent dans la production unique de pétrole. Vous avez dans ces pays 80% de la population qui vit avec $1 par jour, avec tout, à cause de la corruption, plein d'autres choses, avec comme première ressource le pétrole. Si le pétrole devient négatif, ces gens n'ont même plus de dollars pour avoir un minimum de... Et donc,
effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que pour l'environnement, c'est une bonne nouvelle. Ça implique qu'il va falloir penser à un changement, mais en termes de ce que ça nous donne comme information sur la température de l'activité économique et les impacts que ça a sur la pauvreté, c'est une très mauvaise nouvelle. Et alors, sans faire trop technique, comment on peut expliquer que le cours du pétrole soit devenu négatif sur le brut, en fait? Comment c'est possible techniquement que quelque chose qui soit extrait soit négatif? La question s'adresse à moi, à qui? Ah oui, à toi, Thomas, oui. Ben, en fait, vous savez, quand vous stockez, en fait, le pétrole, il y a un coût de stockage, et à un moment, ce coût est plus fort débarrasse, et donc on s'en débarrasse gratuitement parce que vous avez des excès. En fait, les productions ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Donc là, vous avez des gens qui pompent quand même toujours une partie du pétrole et on ne sait pas quoi en faire. Et il va falloir l'utiliser, donc ça devient un prix négatif. Mais bon, c'est un prix financier, hein, avant tout. Donc c'est un prix qui est déterminé sur des marchés financiers par des gens qui spéculent à la hausse comme à la baisse et donc qui expliquent des déformements aussi forts. Si on n'avait pas de marché financier, l'économie, le pétrole serait vendu presque gratuitement, mais il ne serait pas à un prix négatif. D'accord. Tu l'as évoqué rapidement, Thomas, cette crise met en avant aussi les inégalités, notamment sur la valeur travail. On a aujourd'hui d'un côté des ouvriers, des employés qui sont mis en chômage partiel, de l'autre côté les infirmières, les caissières, les livreurs qui sont au front, mais dans ces deux catégories, on voit bien que c'est plutôt des bas salaires. Est-ce que cette crise met en avant cette disparité sur la valeur travail, en fait? Aurélie, peut-être? Ben oui, de la même manière, cette crise, elle met véritablement en avant le fait que le modèle déjà était inégalitaire, donc ça, évidemment, ça confirme et ça marque d'autant plus ce phénomène, cette inégalité, à la fois dans les différentes CSP, les différentes catégories socio-professionnelles. Là, avec la crise actuelle, bon, ça met ça complètement en valeur, mais également des populations plus fragiles, les sans-abri, les migrants et tous les travailleurs précaires. Et ce qui nous témoigne, là encore, de l'importance aujourd'hui du service public, de l'importance de l'État, du rôle de l'État, pour lutter précisément aussi contre ces inégalités et pour protéger la population, pour l'importance pour aider les entreprises aujourd'hui, les chômeurs, et pour protéger d'un point de vue sanitaire aussi la population dans sa globalité. D'accord. Thomas? Oui, entièrement d'accord avec ce qu'a dit Aurélie. C'est-à-dire que le service public, c'est ce qu'on appelle le patrimoine du pauvre. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand vous n'avez pas de patrimoine, eh ben, si vous avez un bon service public qui permet de vous éduquer, un modèle social redistributif, des minima sociaux, eh ben, c'est ce qui vous reste quand il n'y a plus rien. Donc là, le redéploiement d'un État social, je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser après. Moi, j'ai toujours défendu cette ligne qu'il fallait enfin, c'est peut-être la vraie contradiction, je pense, avec les éditeurs et les auditeurs d'ici, et même probablement peut-être Aurélie et une partie en fait de mes amis qui sont très écolos, c'est que moi j'ai toujours défendu un État stratège qui oriente la transition énergétique avec nos entreprises publiques. Par exemple, EDF qui fait majoritairement du nucléaire, l'État est actionnaire à 80%, c'est à l'État d'imposer à EDF de se redéployer vers des énergies renouvelables, mais aussi la formation d'un État social qui permette notamment de développer un nouveau pacte pour l'hôpital, ce que je défends depuis des années, le fait d'investir dans la petite enfance, que tout le monde puisse avoir une place en crèche, de remettre à niveau l'éducation et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je pense que cette question de l'État social, et même finalement un peu de l'État stratège, parce qu'on voit bien qu'avec nos histoires de manque de masques, d'impossibilité de mettre en place une industrie qui puisse produire rapidement des respirateurs, etc., montre que l'État doit avoir quand même la main mise sur un peu de son outil industriel, et que l'État social, en fait, ce n'est pas qu'un coût via des impôts payés, mais c'est aussi finalement ça a une utilité pour pour une grosse partie de la population. D'accord. Je vois que vous avez envie de parler du monde de demain. J'ai quand même encore quelques questions sur l'analyse de la crise. En 2008, c'était une crise financière liée au dysfonctionnement des marchés, en particulier les subprimes. Aujourd'hui, cette crise, elle est vraiment dans l'économie réelle. Est-ce que ça va avoir plus d'impact sur nous, les citoyens, avec notamment des TPE, PME qui vont être sur le carreau? Gaël Giraud, par exemple, a annoncé au moins 1 million de chômeurs en plus. Vous en pensez quoi de cette annonce de Gaël Giraud? Thomas, Aurélie? J'y vais, Oui, Thomas. oui. Vas-y, Aurélie. Après, c'est difficile de dire si elle va être plus conséquente ou moins conséquente que la crise de 2008. Par contre, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça,
ce qu'il faut comprendre, c'est que si on reste peut-être focus et focalisé sur un même indicateur de croissance, sur un même indicateur de PIB, c'est-à-dire des ventes et de chiffre d'affaires, les résultats vont être catastrophiques. Est-ce que justement, c'est pas le moment d'avoir d'autres indicateurs, de poser son œil ailleurs, de regarder ailleurs, et pas de raisonner peut-être, ou plus de raisonner en termes de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'on pourrait pas raisonner en termes de chiffres, de prospérité, de faire un focus sur tous les efforts que peuvent faire en particulier les entreprises, à la fois pour se réorienter vers le local, les efforts qu'elles peuvent faire au niveau sanitaire, les efforts qu'elles peuvent faire d'un point de vue qualitatif. Voilà, ça demanderait à basculer de logiciels de pensée, c'est sûr, mais on aurait un autre regard finalement sur la situation si on faisait un focus aussi sur une réelle richesse qualitative que l'on créerait, qui crée véritablement notre tissu social et qui contribue à la prospérité, au bien-être. Donc moi, je serais pour aussi orienter autrement, faire focus autrement par rapport aux résultats actuels, à la situation actuelle. Thomas? Oui, je suis d'accord avec ce qu'avance Aurélie. Moi, je pense qu'il faut de manière générale ne pas être focalisé sur des indicateurs. Le problème des libéraux, des gens comme Macron, mais même Hollande en son temps, et même Sarkozy d'ailleurs, c'est qu'ils ne regardaient l'économie que par le biais de la réduction des déficits et de la dette. C'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient devait se faire sous condition d'un beau chiffre de déficit, d'un beau chiffre de dette, et si possible, après coup, après ça, un beau chiffre de croissance. Parce que c'est des gens qui n'ont pas pensé à la croissance avant la réduction des déficits, mais plutôt l'inverse, qui ont pensé à la réduction des déficits et la croissance. C'est pour ça que François Hollande, il a eu des années où il y avait 0% de croissance et il y avait une réduction des déficits, et il était très content. Et donc je pense que trop penser à la croissance, c'est idiot, parce que ça nous amène à se poser des questions très bêtes, comme par exemple, doit-on développer le pétrole de schiste parce que ça permet de la croissance? C'est idiot. Ou doit-on développer le secteur financier parce que ça permet de la croissance? C'est très idiot. Et il ne faut pas regarder aussi, comme l'ont fait beaucoup d'autres, la question des déficits et des dettes. Il faut en fait regarder ce qui est utile à produire. C'est tout. Qu'est-ce qui est utile à produire aujourd'hui? Est-ce que rénover les bâtiments, c'est utile? Il y a 25 millions de bâtiments à rénover, 25 millions d'habitations en France à rénover. Ça va. Alors, bien sûr, ça créera de l'activité. Ça probablement créera de la pollution là où il y aura cette activité-là. Mais la réalité, c'est qu'il faut rénover 25 pour moins consommer d'énergie. Donc là, c'est utile, allons-y. Vous voyez? Et on s'en fout de la croissance, on s'en fout des déficits parce que c'est quelque chose d'utile. Donc allons-y. Est-ce que c'est utile de mettre des gens dans les hôpitaux? Ben oui, c'est utile. Donc allons-y. Donc il faut qu'aujourd'hui, la boussole, ce soit l'utilité sociale, le fait de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, et pas des indicateurs comme le déficit ou la croissance. Donc la vraie question, c'est pas plus, moins de croissance, c'est qu'est-ce que l'on doit produire d'utile pour nous et dans quelles conditions, mieux le réchauffement climatique. C'est ça la vraie question de fond, moi, je pense poser. Parce que la décroissance, je finirai juste là-dessus, excusez-moi, mais la décroissance, vous savez, je finis juste là-dessus d'une phrase, mais la décroissance, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup de gens en France qui la vivent de manière concrète. Le Grand Est n'a pas retrouvé son niveau depuis la crise de 2008, tout comme les Hauts-de-France. Donc ces gens-là vivent, la France des Gilets jaunes, elle vit déjà la décroissance en réalité. Donc vous voyez, c'est pas la question croissance plus moins, c'est la question de ce que l'on doit produire et est-ce que c'est utile et est-ce que c'est comment on fait pour le faire de manière la moins polluante. J'entends bien que vous voulez vraiment aller sur le monde d'après. Une dernière question quand même. Le président Emmanuel Macron avait eu cette formule à l'hôpital de Rouen. C'est d'ailleurs assez troublant. En parlant à une infirmière, il n'y a pas d'argent magique. Aujourd'hui, on nous annonce des milliards d'aides. Pouvez-vous nous expliquer de façon pédagogique comment on crée de l'argent alors qu'il y a quelques mois, ce n'était pas possible de le faire? Aurélie. Coup de baguette magique. La monnaie, elle est créée à partir de rien, comme la monnaie fiat. En fait, c'est les crédits qui sont accordés par les banques privées qui créent de la monnaie. Donc, ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits. Il y a un manque de connaissances sur ce phénomène-là, mais c'est plutôt les crédits qui font les dépôts. Donc, quand une banque vous dit on n'a plus d'argent et on ne peut pas vous prêter d'argent, c'est faux. Je veux dire, puisque là, c'est sur le phénomène
crédit que qu'on le fait. Par contre, elle ne va pas forcément vous en prêter parce qu'elle estime qu'elle n'a pas forcément, vous n'avez pas forcément la capacité à payer le taux d'intérêt, ou du moins, vous n'avez pas la capacité à rembourser. Si ça ne lui rapporte pas suffisamment en termes de profit, elle va pas vous prêter cet argent-là. Et cet argent-là, cette monnaie, devrait servir les hommes aujourd'hui. Elle doit faciliter les échanges normalement. Donc, elle doit plutôt servir l'intérêt général plutôt que l'intérêt privé des banques. L'objectif des banques aujourd'hui n'est pas le même. L'objectif des banques, c'est de faire du profit. On n'est pas dans l'intérêt général. Donc, nous avons mis en place un système qu'on peut changer, et on s'emprisonne là-dedans par une méconnaissance. Thomas? Bon. Oui, je suis d'accord. Ça a été Aurélie l'a très bien expliqué de manière pédagogique comment se crée la monnaie. J'ai rien à ajouter. Ce que je dirais, moi, ce qui est assez marrant, c'est que vous savez, quand Macron a dit il n'y a pas d'argent magique, ce qui était faux, puisqu'il y a de l'argent magique en réalité, si on veut, mais il a dit ça parce qu'il a regardé son budget public et il s'est dit voilà, j'ai réduit une grosse partie des rentrées, notamment avec la réforme sur l'ISF qui a supprimé 4 milliards de rentrées, la flat tax qui a supprimé 1,2 milliard. La baisse de l'IS qui a supprimé pratiquement 20 milliards. Donc au final, il a supprimé 25 milliards quasiment de rentrées. Si on rajoute ce qu'a fait le Parti socialiste avec le CICE et le pacte de responsabilité, il y a 60 milliards qui sont partis en rentrée en 3-4 ans. 60 milliards de rentrées fiscales. Et donc là, vous êtes obligé de couper de l'autre côté si vous voulez avoir un déficit qui est autour de 3% et le réduire. Et donc, on a coupé en partie sur l'hôpital, puisqu'on a éliminé 1 milliard en tendance en moins sur l'hôpital en 2018. Hein. Donc, Macron, voilà, il dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais il a aussi organisé le manque de recettes fiscales, clairement, via la politique qu'il a appliquée. Et ce qui est assez marrant aujourd'hui, ironique, parce que ce n'est pas vraiment marrant, mais ironique, c'est que Macron a fait tout ça en espérant réduire les déficits. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des hôpitaux qui sont à genoux, et à la fin de la crise, on n'aura pas une réduction des déficits, on n'aura pas les excédents qu'il a espérés. On va avoir un déficit qui va fortement augmenter, qui est estimé déjà pratiquement à 7, 8, 9%, et qui ira, à mon avis, beaucoup plus loin. Et donc, si on avait fait les investissements en amont, on aurait probablement eu, mais rien du tout en plus de déficit, parce que quand on investit l'argent à l'hôpital ou ailleurs, il ne tombe pas dans un trou noir, il crée aussi de l'activité. Donc, ça se jouait à 1 point de déficit, à rien du tout, et on aurait eu des beaux hôpitaux. Et c'est ça le problème de la logique libérale. C'est que vous laissez traîner les choses comme ça pour réduire les déficits, et tous les 10 ans, on se retrouve soit avec une crise financière, soit là avec une crise sanitaire, où les déficits se recreusent et où on demande. Et alors justement, pour embrayer sur le monde de demain, là avec l'argent qui est débloqué par la BCE et les autres banques centrales, ça va transiter, si on comprend l'explication que vous avez faite sur la création monétaire, par les banques commerciales. Comment on peut garantir que les banques commerciales vont avoir des velléités d'aider le monde de demain et pas reproduire comme en 2008 la spéculation ou tirer à leur profit en fait? Comment on peut imaginer, comme le demande Samir, comment faire pour réinjecter de l'argent dans l'économie réelle sans passer par les banques? Retourner auprès de la Banque centrale, l'idéal, ce qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui, mais il faudrait que l'État puisse avoir à des taux relativement réduits, voire quasiment nuls, accès à la monnaie, parce que le problème aujourd'hui, c'est que la dette, elle est autant entretenue par notre système monétaire. Et finalement, on nous dit que la dette, c'est une mauvaise gestion de l'État, alors ce qui est complètement faux. C'est vraiment notre système monétaire qui engendre ce phénomène-là, parce que c'est vraiment les crédits qui nous permettent d'avoir suffisamment de monnaie en circulation dans une économie. Donc, il faut toujours faire des crédits, sauf que ces crédits, une fois qu'on les rembourse, il y a une disparition monétaire. Or, il faut qu'il y ait toujours suffisamment d'argent en circulation dans le système économique. Donc, il faut en permanence faire des crédits. Ces crédits-là, il faut rembourser des taux d'intérêt qui sont relativement conséquents. Et on fait des crédits pour financer les taux d'intérêt aussi. Et c'est ce qui crée, finalement, la dette, comme on dit, elle s'auto-entretient. C'est ce qui crée le phénomène d'endettement public. Donc, pour revenir à la question, il faudrait rebasculer vers une banque centrale auprès de laquelle on pourrait se financer. Entre autres, une des pistes. Je laisse. Thomas, comment réinjecter les milliards de dollars et d'euros qu'on nous vend là, dans les médias, dans l'économie classique, réelle?
Mais le vrai problème, c'est que ça a déjà été fait et ça n'a pas été dans l'économie réelle. Il y a, il y a 2000 milliards qui a été réinjecté par la BCE et qui n'est pas arrivé, il y a à peine, je crois, 10% selon certaines études, qui a été à l'économie réelle. Pourquoi? Parce que quand ça transite par les banques, vous avez le choix entre mettre cet argent sur les marchés financiers, ce qui rapporte beaucoup, beaucoup plus que l'économie, ou d'investir dans des PME avec un risque à prendre. Si ces PME ne fonctionnent pas, c'est un problème, etc. Donc l'argent, en fait, enfin, il y a un problème dans le rouage, c'est que l'argent ne va pas dans l'économie réelle. Il va sur les marchés financiers. Aujourd'hui, la finance a pris une place encore plus grande que celle qu'elle avait en 2008 quand on regarde en termes de montant. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, au moins, la première chose que devrait faire, et il y a pas mal de voix d'économistes comme Aurore Lalucq ou d'autres, qui disent qu'il faut absolument qu'il y ait un conditionnement de cet argent qui soit injecté à un financement de l'économie réelle, des ménages, certains allant plus loin en disant de l'État, pour que l'argent aille là où il doit aller et qu'il n'aille pas à la spéculation qui est Ça devrait se faire sous contre-productive. condition, de toute façon. Ça, c'est C'est le moins qu'on effectivement puisse dire. impératif. C'est on vous prête aussi, on vous accompagne, mais sous condition de. Mais, Que ça soit des conditions écologiques, qualitatives, des conditions de relocalisation, et puis aussi, bien sûr. mais alors, est-ce que la première chose à faire pour imaginer le monde de Tout à demain fait. et pour Tout continuer le à fait. débat, ça ne serait pas de sortir de l'Europe ou de revoir les traités, puisque en fait, comme l'a dit Aurélie, le traité européen interdit de se financer auprès de la BCE et il y avait eu au préalable la loi de 1973 de Pompidou qui interdisait la même chose en France. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cet acte fondateur en fait, qui interdit de se financer en direct? Enfin, si, enfin, pour moi, c'est évident, c'est des choses qu'il faut revoir hein, techniquement. Oui, oui, bien sûr, il faut repenser le système monétaire dans sa globalité. Donc, je vous dis, la dette, elle est auto-entretenue aujourd'hui. C'est les banques privés qui se font de l'argent sur le dos de l'intérêt général. Donc, c'est à repenser au niveau européen avant tout. Après, ça va être compliqué à mettre en place, mais oui, pour répondre à la question, hein. Parce que Thomas, pour compléter la question, donc ça avait été refusé au moment du référendum, mais c'est repassé dans le traité de Lisbonne. Là, on est vraiment pieds et poings liés avec la BCE en fait. Non, mais l'Europe, je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut dire les choses, hein. Et moi, j'invite tous mes amis d'Europe Écologie Les Verts déjà de changer le nom de leur parti et de se dire aussi les choses, parce que l'Europe, ce n'est pas dans sa matrice de fonctionnement, ce n'est pas l'amitié entre les peuples qui se tiennent la main et qui chantent We Are the World. Ce n'est pas du tout ça. Et je pense que si on aime l'Europe et si on aime les Européens, il faut dénoncer, mais il faut dénoncer très fortement l'Europe de la Commission et l'Europe de l'Union européenne. L'Europe, en fait, ça a été la mise en place d'un marché, c'est tout, d'une zone monétaire et d'un marché qui met en concurrence tous les modèles sociaux, qui font que certains pays, enfin, vous avez, en fait, l'Europe n'a fait qu'amplifier tous les effets négatifs de la mondialisation. Vous avez aujourd'hui dans l'Europe des paradis fiscaux. Vous avez des pays qui font du lobbying fiscal. Vous avez des pays qui font du lobbying social. Vous avez des pays qui font du lobbying environnemental, contre-productif, je parle, hein, c'est-à-dire qui baissent leurs normes environnementales, comme la Pologne, qui voulait aller dans les gaz de schiste. Donc c'est pas du tout quelque chose qui nous protège de la mondialisation, c'est quelque chose qui amplifie les problèmes de la mondialisation. Et la réalité, c'est que l'Europe, en fait, dans son fonctionnement, elle ne contre pas les crises. Elle augmente, en fait, elle augmente l'impact des crises de manière négative. La crise de 2008 s'est transformée rapidement en une crise de la zone euro. Où les pays du Sud aujourd'hui, rappelons-le, hein, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, sont plus pauvres en PIB par habitant qu'il y a 10 ans. Le Portugal réatteint à peu près son niveau, mais sont plus pauvres. Donc on a toute une génération aujourd'hui qui est dans un pays plus pauvre qu'il y a 10 ans. C'est pas normal. Si on est la première puissance en PIB, c'est ce qu'on est au niveau mondial, on ne va pas se comporter comme ça. Donc l'Europe, c'est Elle n'a pas été pensée dans sa globalité. Il n'y a pas d'homogénéité. Et c'est pas quelque chose de... Pardon. Il n'y a pas d'homogénéité, effectivement, d'un point de vue. Tout à fait. L'Europe économie, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça.
Et alors, Samir pose la Exactement. question. Et sur l'environnement, il n'y a aucun pays de… Oui, excuse-moi Thomas, Samir pose la question. Est-ce que ça veut dire qu'on peut Allez-y, allez-y. imaginer nationaliser les banques? Oui, Oh, Thomas. Aurélie, vas-y, hein. Aurélie? Tu- Vas-y Thomas, Vas-y vas-y Aurélie ou Thomas. j'y vais comme tu veux. Oui, bien. Ben, non, mais moi je pense qu'en réalité, vous savez, l'Europe, il y a un Italien qui a une phrase un jour qui a dit quand Macron a voulu nationaliser les chantiers de Saint-Nazaire qui devaient être achetés par des Italiens, et qu'il a dit non, non, moi je veux pas que ce soit des Italiens qui les rachètent, et donc il les nationalise. À un moment, Macron a fait ça. Macron, hein, qui est quand même contre les nationalisations. Et il a fait ça parce qu'il a dit non, non, je veux garder ces chantiers-là en France. Et il y a un Italien qui a dit c'est marrant, l'Europe, c'est pas le marché unique, c'est le marché à sens unique. Et en réalité, c'est une phrase qui veut dire en fait, qui reflète bien ce que peut être l'Europe. L'Europe, c'est un rapport de force. Donc si demain, la France, vous savez, l'Allemagne, elle nationalise plein de ses industries hein, là en ce moment. Donc si la France demain elle décide de nationaliser ses banques, bon bah ça va un peu crier à la Commission européenne, mais rien ne va se passer réellement en fait. Parce que quand on veut nationaliser, on a nationalisé. Quand on n'a pas respecté nos déficits, ça a été le cas de l'Allemagne et de la France à plusieurs reprises, ben on ne les a pas respectés, c'était pas très grave. Donc, si demain on décide de nationaliser une partie de nos banques, ce qu'on aurait dû faire, moi je pense en 2008, et là, si le système financier menace de s'écrouler et qu'on réinjecte de l'argent, il faudra le faire, bah, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, l'Europe? On va leur dire que c'est une situation de crise. Bah, voilà, l'Allemagne nationalise des industries, bah, chacun fait un peu comme il veut. Hein. Et après, il faudra aller négocier à la Commission pour expliquer pourquoi on a fait ça. Mais en réalité, on est quand même encore libre, un petit peu, je parle, hein, on est encore libre d'avoir un des quelques leviers économiques, notamment le levier, même s'il est limité, de l'investissement public, D'accord. qui ne Mais dépend est-ce pas que, d'une comme le dit structure extranationale. Emmanuel, à dénoncer le fonctionnement européen, n'y a-t-il pas un risque de rejoindre certaines idéologies extrémistes? Bah, Aurélie, peut-être. C'est à moi ou ça? Aurélie? Oui, effectivement, c'est le risque dans le mouvement, mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, les priorités sont là. Donc, je pense que tout dépend, encore une fois, comment c'est justifié, comment c'est amené, mais ce sont voilà, pour moi, ça fait partie des éléments fondamentaux à mettre en place aujourd'hui. Et encore une fois, tout est une question aussi de pédagogie, comment on en parle, comment on accompagne ce changement-là et comment on l'explique. Donc là, on est au-delà, pour moi, de la politique, je veux dire, au vu de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Thomas, toi qui es plutôt… Alors moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette interprétation parce que c'est pas le Front National ou je ne sais quel parti un peu bizarre, parce qu'ils fleurissent ces partis bizarres en Europe qui ont à nous imposer les termes du débat. Le problème, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez une grosse partie de ce qu'on appelait la gauche, le PS, qui a fini par avoir les mêmes arguments que la droite, c'est-à-dire qu'il fallait flexibiliser le marché du travail, il fallait réduire les déficits, allant même jusqu'à la déchéance de nationalité mise en débat, enfin des choses très bizarres comme ça, ce qui fait que vous avez une grosse partie des nationalistes qui ont récupéré des arguments qui appartenaient à la gauche, à savoir par exemple la dénonciation du libre-échange. Vous aviez à un moment sur des plateaux télé, même la gauche, ce qui devait représenter la gauche, eh ben, ne critiquait jamais frontalement le libre-échange, mais disait toujours qu'il fallait revoir le libre-échange. Parce que c'était… Et même aujourd'hui, moi je vois, l'autre fois j'ai vu un édito de Guillaume Duval, qui est quand même normalement un ami, sur la mondialisation, j'ai halluciné. Il nous disait que la mondialisation, il ne fallait pas tout jeter, que c'était quand même pas mal, que ça permettait d'avoir des biens moins chers, etc. Mais peut-être, c'est vrai, avec la mondialisation, on peut avoir un t-shirt à 5 euros chez H&M. Mais dans quelles conditions sociales et écologiques est fabriqué ce t-shirt? D'accord, ça permet à… Mais moi, je préfère payer, mais je pense que beaucoup de gens préfèrent payer un t-shirt peut-être 3 fois plus, mais déjà en acheter 4 fois moins et savoir dans lesquelles conditions sociales et écologiques ce t-shirt a été fabriqué. Le problème aujourd'hui, c'est que vous achetez un t-shirt H&M, alors vous le payez pas cher, donc c'est peut-être bien pour les classes populaires françaises, mais derrière, vous avez exploité quelqu'un dans des conditions sociales horribles à l'autre bout du monde, que vous avez fait travailler pratiquement à la chaîne comme on n'a jamais travaillé même chez nous, et en même temps, vous avez un impact écologique énorme. Donc la mondialisation, moi je pense qu'il faut savoir la contrer de manière très frontale et ne pas avoir un demi-contre parce que si on le contre de manière frontale, on rejoint les nationalistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, 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 non. Il faut maintenant, enfin je veux dire, c'est à nous
aujourd'hui d'imposer le calendrier et l'ensemble des arguments et de ne pas positionner nos arguments en fonction de ce que pense X ou Y. Nous serons toujours différents des nationalistes parce que nous ne sommes pas racistes. Vous voyez? Et eux, la seule constance qu'ils ont eue dans l'engagement, c'est l'engagement contre les minorités et contre les étrangers. Sur le reste, ce sont des gens qui changent qui étaient pour l'Europe au départ, qui voyaient l'Europe comme une arme contre l'immigration, qui aujourd'hui sont contre l'Europe parce que ça les arrange, et puis à nouveau ils sont pour l'Europe parce qu'ils sont majoritaires en Europe. Je veux dire, là-dessus, voilà, nous avons une grande différence et nous avons aussi notre agenda D'accord, donc posé. pour Et ça, il faut jamais continuer à l'oublier. imaginer le monde de demain, quelles seraient les mesures phares à mettre en place? Est-ce qu'on commence par la fiscalité à revoir ou par d'autres mesures, Aurélie? Moi, je voulais revenir sur l'aspect de la croissance quand même, avant Oui. de partir là-dessus. Sur ce peut-on vivre sans croissance? Le problème avec la croissance, c'est en effet, donc elle a permis d'augmenter les revenus, d'augmenter les pouvoirs d'achat, d'augmenter notre niveau de vie, mais voilà, c'est des choses qui ne sont plus vraies aujourd'hui. D'ailleurs, je renvoie aux travaux d'Éloi Laurent sur ce sujet. La croissance aujourd'hui, elle est plus synonyme de prospérité, elle est plus synonyme d'augmentation et d'accroissement de la qualité de vie. Et la croissance aujourd'hui, ça veut dire produire plus. C'est une production uniquement quantitative et matérialiste aujourd'hui. Et dans cette croissance, en fait, c'est produire toujours plus, et cette mondialisation aussi en est évidemment à l'image, mais c'est une croissance sans limite. C'est une croissance sans contrainte aujourd'hui. Il faut produire, peu importe qu'on produit, du moment qu'on produit. On n'a pas de limite, on n'a pas de contrainte dans cette production-là. Et cette croissance et notre objectif voilà, de croissance et cet indicateur-là dans lequel on est aujourd'hui contribue à l'épuisement de ressources naturelles, à la disparition des espèces, au réchauffement climatique. Et le problème de ça, c'est que les économistes aussi aujourd'hui sont formés, malheureusement, ne sont formés qu'à ça, qu'à cet indicateur-là aussi. Que ça soit dès le lycée, que ça soit après à l'université ou dans les grandes écoles, on est formé uniquement sur cet aspect de la croissance. Donc, quand un indicateur, c'est fondamental, mais c'est pas suffisant. Il faut évidemment des indicateurs de qualité, mais le problème, et c'est là où je voulais en venir, et ce me semblait important de mettre en avant pour demain quelle économie, c'est que moi je dis que le problème, il est plus profond que ça. C'est l'économie elle-même qui pose un souci. Le problème, c'est dans l'ADN de l'économie, parce que l'économie, comme principe de base, elle considère que nos besoins sont illimités et que nous les satisfaisons par la consommation. Donc, il faut produire toujours plus pour pouvoir consommer, satisfaire nos besoins qui sont soi-disant illimités. Et cette économie-là et cet axiome de base considère que oui, nos besoins sont illimités. Elle confond pour moi les besoins et les envies. Donc, il faut revenir, en fait, pour moi, sur le rôle même de l'économie, sur ce à quoi elle sert aujourd'hui, sur son moteur, sur les axiomes de base. Son rôle, pour moi, ça ne doit pas être uniquement de satisfaire nos besoins matériels à cette économie, pour cette économie de demain. Elle doit satisfaire nos besoins matériels, mais aussi nos besoins immatériels. Et ne pas viser une croissance quantitative, mais plutôt une croissance qualitative. Et repenser nos axiomes et nos hypothèses de base. Donc, voilà, je voulais vraiment dire ça, c'était important pour moi. Il faut réinventer aussi notre économie. Elle évolue plus, ça fait 2 siècles aujourd'hui. Les enjeux sont plus les mêmes, les objectifs sont pas les mêmes. Le but de l'humanité aujourd'hui, c'est pas les mêmes. On parle de survie quand même de l'humanité aujourd'hui avec les risques en termes environnementaux qu'on est en train de connaître. Donc, voilà, il faut que cette économie, cette discipline aussi, elle soit plus humble, quoi. C'est pas un dogme irréfutable, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle nous fasse du bien aussi, surtout, cette économie-là. Donc, pardon, je voulais faire un focus sur cet aspect-là et vraiment dire et mettre en avant, pour moi, c'est l'économie même dans son ADN qu'il faut repenser. Oui, oui, tout à fait, on peut commencer par là. Thomas, pour t'avoir interviewé dans Kaizen, je sais que tu es entièrement d'accord, mais il y a quand Entièrement même une d'accord. question. Peut-on imaginer de maintenir le modèle social dans une économie sans croissance? Alors, alors, première chose, déjà, sur ce qu'a dit Aurélie, je suis entièrement d'accord, hein. Moi, il y a un chapitre de mon livre qui s'intitule Remettre l'économie au service de l'humain. C'est-à-dire que là, on est sur, elle l'a très bien dit, on est sur 2 siècles d'une économie qui est portée, qui n'est basée que sur le quantitatif, sur la baisse des prix, sur les besoins illimités.
y a un vrai problème là-dessus. C'est pour ça que moi j'irais presque plus loin en me disant que à la fin, je me demande si on serait pas mieux finalement sans économistes dans le fonctionnement de nos. Parce que les économistes amènent toujours des choses finalement qui sont problématiques, soit sur la question des déficits, soit sur la question de la dette, soit sur la question de la rentabilité de l'investissement, soit sur la question des impacts sur la croissance, qui fait que ça bloque tout volontarisme, vous voyez, même de l'État, hein, s'ils voulaient le faire, parce que c'est pas sûr qu'ils veulent le faire, pour investir dans des secteurs qui sont aujourd'hui vitaux. Voilà. Sur le modèle de fiscalité, il est vrai aujourd'hui que si on veut qu'il y ait de la redistribution, il faut qu'il y ait effectivement de l'activité économique. Alors on peut appeler ça de la croissance, mais il faut qu'il y ait de l'activité économique. Mais il faut jamais oublier quand même une chose qui est très importante, c'est que le modèle social français, la dépense publique, elle est en fait palliatif du mauvais fonctionnement du modèle économique. C'est-à-dire, on a besoin de redistribution, on a besoin d'une grosse partie de la dépense publique qui n'a fait qu'augmenter ces dernières années, parce que le système ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, là, on va le voir de manière très concrète, c'est-à-dire que vous avez une crise sanitaire, une crise économique, et là, on va aller puiser encore plus de ressources dans le public pour compenser ces défaillances finalement du modèle libéral, mondialisation, etc., etc. Et donc, la vraie question aujourd'hui, c'est plutôt, c'est pas que la question de la redistribution, qui est importante, parce qu'il y a quand même des richesses énormes qui sont créées, etc., mais c'est la question de faire en sorte, en amont, que ces richesses soient mieux réparties dès le départ, dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le fonctionnement de notre société de manière, dans la distribution des salaires et ainsi de suite, pour qu'en aval, le modèle de redistribution, enfin la redistribution ne tienne pas compte que de la fiscalité. Et là, c'est tout le défi. Mais vous savez, le problème, c'est que, comme l'économie, Aurélie a dit, elle fonctionne depuis 2 siècles, et que vous avez quand même des gardiens de ce temple qui sont extrêmement puissants, il y a beaucoup de gens qui se basent que sur la question de la fiscalité. C'est-à-dire, bon, on laisse l'économie fonctionner comme elle fonctionne, mais derrière, on recorrige ces inégalités. Et je pense qu'il faut aller plus loin, mais ça reste quand même très théorique ce que je dis, parce qu'on est déjà très loin de la fiscalité qui corrigerait les inégalités. Ça a plutôt été l'inverse. Donc, il faudrait aller plus loin pour revoir de fond en comble, et c'est ce qu'a dit Aurélie, un autre modèle économique pour qu'il soit plus égalitaire et plus respectueux de l'environnement. Mais ça, c'est une question, à mon avis, c'est une question qu'on peut se poser théoriquement comme ça quand on en parle. Mais dans les faits, concrètement, je pense que ça doit être très difficile parce que la machine justement, il y a une question de Stéphanie et je pense que tous les internautes qui nous écoutent sont à peu près du même avis. On est bien d'accord sur les diagnostics, mais comment faire concrètement pour que ça change? Les dirigeants politiques sont totalement dévoués à la croissance, aux excès du capitalisme depuis plusieurs siècles. Comment on fait? On élit une constituante, on fait une révolution, ça passe par les urnes. Vous, Aurélie, tu parles des créatifs culturels. Thomas, tu parles des délaissés. Comment on réunit ces gens pour que ça change? Quel est le procédé pour que ça change, en fait, pour résumer? Alors, le procédé, tout le monde a son rôle à jouer. Alors, effectivement, ceux qui jouent moins leur rôle, c'est les pouvoirs politiques qui sont tout en haut. Après, les collectivités, elles jouent, je trouve, quand même un petit peu plus le jeu aujourd'hui. Les citoyens, oui, il y a ce mouvement des créatifs culturels, toute cette nouvelle catégorie d'individus qui ont envie d'un nouveau mode de vie, un nouveau mode de société plus solidaire, plus écologique. Ils représentent 35% aujourd'hui de la population occidentale. Donc, bon, faut continuer à avancer, faire savoir. Et oui, les mouvements sociaux, je pense, et élever la voix et être présent aussi par les actes citoyens. Donc, oui, les citoyens ont un rôle à jouer et voilà, ils sont rassemblés, mais pas encore identifiés suffisamment. Les entreprises aussi, pour moi, elles ont un rôle à jouer. C'est un vrai levier de transformation. Elles commencent aussi, il y a des entreprises labellisées Bicorp, mais il y a celles qui ne sont pas forcément labellisées aussi, qui sont dans une dynamique où leur objectif premier n'est pas de faire du profit, où l'objectif c'est d'avoir un impact positif sur leur environnement, d'avoir un impact positif, de participer au bien commun. Donc elles existent aussi, ces entreprises-là, il y en a de plus en plus. Donc après, comment on fait le biais? C'est faire savoir en tout cas qu'il y a un autre modèle qui existe, qu'il y a d'autres modèles qui existent, il y a
voilà, l'économie, les modèles économiques alternatifs, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, de la fonctionnalité. Moi, dans un monde idéal, ça serait cette économie de demain à créer, ça serait une économie régénérative qui combinerait justement l'économie sociale et solidaire avec l'économie circulaire, avec l'économie de la fonctionnalité, l'économie positive. Ça existe. Il faudrait le mettre en marche ensemble. Je crois plus au territoire, à mon avis, pour arriver à faire basculer les choses. Thomas, juste pour prolonger, dans l'interview que tu avais donnée à Kaizen, tu disais qu'il fallait renverser la table, et dans ton dernier livre, tu dis qu'il faut unir les délaissés. Comment on renverse la table avec les délaissés aujourd'hui qui sont un peu éloignés de la question politique? Franchement, honnêtement, là, sur la question, j'ai vraiment des expériences que j'ai vécues même en voulant créer un mouvement politique et ainsi de suite. J'ai souvent, enfin, et les manifestations que j'ai faites, etc. J'ai souvent été déçu et j'ai, comment vous dire, j'ai vraiment pas la solution. C'est ça. C'est pour ça que j'ai tellement peu la solution que j'en suis presque maintenant à vouloir casser le truc de manière assez directe et violente via le politique. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quand même des signaux faibles aujourd'hui, et là, ça a été le travail de mes recherches, l'objet de mes recherches, c'est qu'il y a quand même plein de signaux faibles qui vont aussi dans le bon sens, c'est-à-dire que ça bouge aussi quand même à tous les niveaux. Alors, c'est à quel moment on va basculer, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, on avance, en fait. On le voit au niveau, voilà, des citoyens, des entreprises ou des collectivités, ça bouge quand même et ça avance. À quel moment on va basculer? Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas, mais moi, je reste convaincue que de toute façon, on ne va pas avoir le choix que de changer le modèle, parce que celui dans lequel on est, il a atteint ses limites. D'un point de vue environnemental, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, puisque là, c'est de notre survie dont il est question. On est en train d'épuiser de toute façon nos ressources naturelles. On est en train de dégrader la planète comme jamais. Donc, c'est juste, voilà, pour moi, on va être obligé de toute façon d'y aller. Alors là, je suis d'accord avec Aurélie. C'est vrai enfin, je ne sais pas quel âge tu as, Aurélie, mais moi, j'ai 43 ans et je vois que, voilà, donc je vois que la chose évolue. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des signaux, moi, très encourageants. Ces jeunes qui se mobilisent pour le climat, je trouve ça hyper encourageant. Non, mais tout, comme la question environnementale qui est aujourd'hui débattue dans tous les cercles, y compris les cercles les plus hauts et y compris chez les plus gros industriels pollueurs, on va débattre de la question environnementale. Après, il faut voir comment on en débat et avec quelle profondeur, mais le fait que ce soit dans l'agenda, la question environnementale, montre qu'il y a une évolution. Maintenant, voilà, moi, ça fait 20 ans que je manifeste, que je suis à toutes les manifestations de 95, le non à la Constitution, enfin, toutes ces manifestations où on a eu parfois des petites victoires, etc. Et encore les dernières manifestations que j'ai faites, où on a l'impression qu'on peut être de plus en plus nombreux, qu'on peut être de plus en plus combatifs, eh ben, rien ne change. C'est-à-dire que ce modèle a quand même une plasticité assez énorme. Alors, on arrive de manière cosmétique à y mettre un peu de vert, à y mettre un peu de social, mais la machine de guerre, elle est toujours là. Et aujourd'hui, 20 ans après, 85% des énergies qui sont consommées sont toujours des énergies polluantes. Et le bilan énergétique mondial, il n'a pas tant évolué que ça, malgré tous les effets d'annonce qu'il y a eu et toutes les connaissances scientifiques qu'il y a sur le réchauffement climatique. Ça, c'est la première des choses. Après, dans les mouvements politiques, etc., que j'ai essayé de créer et que j'ai essayé… Pareil, j'ai vu que très rapidement, il y a eu des problèmes internes, des machins. Donc moi, j'ai quand même… Je me dis maintenant, avec le temps, que les modes de fonctionnement traditionnels, c'est-à-dire la manifestation, que je ferai toujours, hein, attention, que je ferai toujours, mais la manifestation, la production intellectuelle, parce que la production intellectuelle, pour passer au monde d'après, elle est prête depuis des années. Elle est prête, elle a été faite par des gens comme Aurélie, par des gens comme Gaël Giraud, par des gens comme Éloi Laurent, par plein de gens qui ont réfléchi depuis des années, Gadrec, le monde d'après. Donc, et pourtant, ce qu'on nous a remis en 2017, c'est le monde d'avant, mais en pire, avec le monde de Macron. Donc, vous voyez, moi, c'est ça qui me dit qu'à un moment, il va falloir quand même que politiquement, ce serait le mieux. Hein. On arrive à mettre quelqu'un qui défend un certain nombre de valeurs, hein, qui nous est commune, mais qui soit prêt à aller au charbon, sans avoir des pudeurs de gazelle en se disant c'est pas le bon, c'est pas lui, c'est peut-être… Voilà, il faut procéder par élimination et se dire celui-là, il va aller casser le truc. Quoi. Parce qu'il va falloir casser le truc pour reconstruire. Ouais. Il va pas falloir… Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on est, moi j'ai ce sentiment-là, qu'on est finalement tous éparpillés, c'est-à-dire qu'on est quand même un certain nombre à partager
la même vision, la même envie. Et effectivement, ça bouge pas, mais on est aussi tous éparpillés. Est-ce qu'il faut pas à un moment donné qu'on se rassemble dans une espèce de communauté? C'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Je suis sur un projet là-dessus. Est-ce qu'on se réunit pas parce qu'on est, voilà, on n'est pas ensemble, on est dispersés, mais rassemblons-nous, tous ceux qui partageons la même, au-delà du politique, au-delà de la religion, etc. Est-ce que, avec un signe distinctif, on se rassemble tous pour se reconnaître, pour savoir qu'on fait partie du même truc et qu'on a envie de changer, qu'on porte le monde de demain, quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que ça manque pas, ça, cette espèce de communauté où à l'intérieur de laquelle on se rassemble, on est plus visible, on est plus peut-être puissant et plus fort aussi pour essayer après d'enclencher quelque chose. Thomas, avant que tu répondes, je vais quand même préciser aux gens qui nous écoutent donc, que tu étais cofondateur de Place Publique. Et donc, c'était un peu ton ambition de rassembler toutes ces énergies. Et tu l'as dit, ça a un peu explosé en vol, Place Publique. Et donc, en livre, tu parles de l'archipel évoqué par, j'ai oublié son nom, en France, justement, qui est disséminé, Fouquet, c'est ça, qui est un peu disséminé partout. Comment, et tu le dis très bien, on n'est pas statique sur cet archipel, on peut être dynamique. Comment on crée cette dynamique d'archipel, en fait? Mais en fait, moi, je suis d'accord avec ce que dit Aurélie et cet archipel qui pourrait, tous ces gens en fait qui ont des différences culturelles, géographiques, sociales, qui pourraient s'unir à un moment pour dire bon bah voilà, nous on veut un modèle qui soit plus écologique et plus social, et donc on va porter quelqu'un qui va porter ce modèle-là, même si on a encore des différences, mais on veut en finir avec le modèle traditionnel et aller plutôt vers ce modèle-là. Si un jour on arrive à faire ça, on gagne tout. Parce que 85% aujourd'hui de la population sont victimes du modèle économique. Vous savez, aujourd'hui, vous regardez les habitants des quartiers populaires, vous regardez les gilets jaunes, vous regardez les agriculteurs, mais vous regardez même les cadres. Il y a une grosse partie des cadres qui sont aujourd'hui des cadres déclassés. Ces gens-là sont victimes de la mondialisation, de la financiarisation et de l'austérité budgétaire. Un cadre moyen qui a fait Bac+5, qui commence à 2200 €, il vit à Paris dans 15 mètres carrés, il va dans un hôpital près de chez lui, il se rend compte qu'il est victime de l'austérité et de la financiarisation qui a fait stagner son salaire et de la mondialisation qui le met toujours en compétition avec d'autres cadres polonais ou indiens maintenant. Et vous regardez un agriculteur, il est victime de la mondialisation, on lui demande toujours d'être en concurrence avec des agricultures beaucoup plus industrialisées et respectant moins l'environnement, et de la financiarisation également, parce que c'est plus lui qui décide du prix des matières premières, mais c'est les marchés financiers, et également de l'austérité budgétaire, parce que dans ces territoires, il n'y a même plus de postes, il n'y a même plus d'hôpital, et ainsi de suite. Donc, si tous ces gens-là arrivent à conscientiser ça comme une classe et se dire, moi, je suis un cadre, je n'ai rien à voir avec un gilet jaune, je suis un habitant des quartiers populaires, je n'ai rien à voir avec un agriculteur, mais j'ai bien compris que ce modèle à différents niveaux m'impactait et je vais le remettre en cause, on a gagné très facilement. On n'a même pas besoin d'un deuxième tour. Au premier tour, on fait. Mais le problème, c'est comment on réunit cette masse-là. Et ça, techniquement, une fois qu'on a passé les grands discours comme ça, il faut se réunir et tout, qui sont simples, hein, à ma place, pour moi, comment on fait? C'est très compliqué. Alors moi, voilà, j'avais essayé de faire ça, alors, probablement très maladroitement, parce que Place Publique ne représentait pas tous ces gens, mais on avait quand même beaucoup de gens, des activistes de l'environnement, on avait des gens un peu de partout, on avait essayé de faire ça. Bon, ça a été très, très difficile à gérer, malgré le succès relatif que ça avait eu, puisqu'on avait 30 000 membres assez rapidement, mais ça a été très difficile à gérer, et on voit comment ça a fini. Et donc, sur le papier, ce serait évident, parce que nous sommes majoritaires et on devrait gagner facilement, comparé à la minorité en fait qui arrive à s'accaparer tout le pouvoir aujourd'hui. Ça devrait pas se faire en dehors de la politique finalement, tu vois, cette création de communauté qui soit juste une force, je sais pas, de proposition. Enfin, je pense à vote. Je te pose la question aussi, est-ce que ça devrait finalement pas se faire en dehors de la politique peut-être? Alors moi, Aurélie, franchement, moi comme toi, tu sais, je pense que quand on se déplace, que je rencontre des collectifs et tout, moi, chaque fois je reviens, j'ai du baume au cœur. Je me dis, bah voilà, les gens, il y a quand même, moi je trouve qu'il y a des gens qui sont plutôt super un peu partout. Donc encore une fois, la majorité des gens, je la trouve plutôt super quand on discute avec eux. Mais à un moment, le levier le plus simple, c'est quand même le levier politique, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même aller affronter à un moment la Commission européenne, il va falloir affronter les entreprises du CAC 40, etc. Il faut que le politique aujourd'hui, ce soit quelqu'un qui donne une nouvelle dimension à la finance, à l'Europe, au fonctionnement de nos entreprises, et ainsi de suite, en portant un discours et en posant un projet qui soit le projet qui conditionne le fonctionnement de ces entreprises-là.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt un État connivence. On a des gens comme Macron qui sont des purs produits. Enfin, aujourd'hui, on a une grosse partie des hauts fonctionnaires et des politiques qui peuvent être un jour directeur de la sécurité sociale et le lendemain directeur d'AXA. On peut avoir quelqu'un qui est aux finances comme Macron, haut fonctionnaire, qui va chez Rothschild, qui revient aux finances, qui est ensuite président. Enfin, c'est hallucinant. Donc aujourd'hui, on a plutôt un État connivence qui sert les intérêts de ces grandes entreprises et d'une minorité de personnes plutôt que de les encadrer. Et donc, c'est pour ça que politiquement, la victoire, à un moment, elle sera aussi politique. Parce que l'ajustement individuel ou l'ajustement par petits groupes, moi, je le fais déjà chez moi et je pense que tous ceux qui sont là le font. On achète responsable, on trie nos déchets, on essaie d'avoir l'empreinte carbone la plus faible, on éduque bien nos enfants et ainsi de suite. Enfin voilà, on utilise le vélo, enfin on fait tout ça. Mais c'est une marge de manœuvre qui est extrêmement faible. Le vrai changement, il se fait. Alors la question est lancée effectivement de au-dessus, comment se me semble-t-il. rassembler. Je pense qu'on ne va pas la résoudre tout de suite en 10 minutes. Je voudrais quand même qu'on revienne sur le monde de demain avec le prisme économique. Et je pense notamment à la relocalisation. Est-ce que nous avons les moyens en France de relocaliser une partie de l'économie? Je pense notamment à l'agriculture. Thomas, je sais que tu en parles dans ton livre. Aujourd'hui, je prendrai la suite. Vas-y. Aurélie, tu veux Merci. commencer? Oui, écoutez, on peut relocaliser pour moi tout. Ça prendra un certain temps parce qu'on a tellement délocalisé. Vous avez vu les médicaments, 80% de nos médicaments, ils sont importés. Donc, et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'au débat de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, un grand moment de victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est quand elle lui a dit oui, moi je vais relocaliser l'entreprise. Et il a dit mais comment vous allez faire pour les médicaments puisqu'on est très dépendant de l'étranger, c'est-à-dire qu'on aura moins de médicaments. Et comme l'électorat qui vote aujourd'hui est majoritairement un électorat de vieux, ça fait très peur aux vieux et donc il a gagné pas mal de points sur cet affrontement-là. Et alors que vous voyez, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un vrai problème sur les anesthésiants, etc., notre manque de souveraineté au niveau des médicaments. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de… Alors, je dis ça, encore une fois, ne me dites pas, je dis comme Marine Le Pen. Non, je dis quelque chose de logique. Enfin, voilà. Non, parce que c'est toujours ça. Après, on va dire, mais tu penses comme… Non, c'est pas du tout ça. Je dis quelque chose de logique. Si elle pense pareil, tant mieux. Et voilà. Donc… la première chose, c'est que oui, on va devoir relocaliser nos entreprises. Ça prendra un certain temps. Et c'est pour ça qu'il faudra commencer par des secteurs qu'on appelle stratégiques, la médecine, l'alimentation. Et puis après, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de relocalisations de biens. Parce que, en fait, quand on relocalise, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est que déjà, on réduit les circuits. Alors, si on peut être encore de plus en plus court, ce serait génial. Mais on réduit les circuits. Et puis, surtout, on garde une forme de contrôle sur le fonctionnement des entreprises. Donc, pour moi, la première chose que je ferais, c'est que toutes les entreprises qui sont publiques, je leur dirais, voilà, une entreprise publique, elle est là pour servir, pour moi, les Français. Quand je vois que la SNCF, elle pense plus à s'exporter en Chine ou à s'exporter je ne sais où, plutôt que d'avoir des lignes de transport qui sont à peu près convenables dans la France, parce qu'il y a beaucoup de lignes de transport qui mériteraient, à mon avis, d'être remises à niveau. Là, il y a un vrai problème. Une entreprise publique, elle est là pour fournir des besoins à ses usagers français. Ça, c'est la première des choses. Et pour l'agriculture, bien sûr, il faut aujourd'hui… Il y a plein de choses sur l'agriculture. Il faut aujourd'hui relocaliser l'agriculture et retrouver une consommation que vous connaissez, hein, qui soit saisonnière, qu'on ait des choses que l'on consomme à certaines saisons et d'autres non, et que la mondialisation nous a donné cette illusion, et ce qui n'était pas le cas à mon enfance, qu'on pouvait consommer tout à n'importe quel moment. Tu peux acheter ta mangue quand tu veux, toutes les semaines, tu te fais ton jus de fruits à la mangue. Enfin, moi, quand j'avais jusqu'à l'âge de 15 ans, je crois que j'avais mangé 2 fois des mangues dans ma vie. C'était très exceptionnel et le plaisir n'en était que meilleur. Donc aujourd'hui, il va falloir relocaliser l'agriculture et retrouver des cycles en fonction des saisons. Ce que nous, ici, nous connaissons, mais ce que beaucoup de gens Aurélie, sur la relocalisation, ont complètement oublié. Oui, il faut qu'on tire une leçon de toute façon de cette crise sanitaire là qui met juste en avant notre dépendance. Donc, si à un moment donné, puisque la question c'était est-ce qu'on a la capacité de nous relocaliser, si à un moment donné on a délocalisé, je pense que oui, c'est qu'à un moment donné c'était local. Donc oui, on a cette capacité-là. Il faut même impérativement qu'on crée des territoires résilients. Faut qu'on crée des territoires qui soient résistants au choc d'un point de vue économique, financier, écologique aussi. Donc voilà, je rejoins évidemment Thomas là-dessus. C'est au niveau des ressources alimentaires, il faut qu'on soit autonome, ça c'est une évidence. Au niveau de la santé, au niveau de l'énergie aussi.
Et au niveau de la monnaie aussi, il faut qu'on crée, pour moi, c'est indispensable pour créer ces territoires résilients, qu'on développe les monnaies locales, les monnaies complémentaires en parallèle de notre monnaie nationale et européenne. Et là, encore une fois, dans cette économie relocalisée, pour créer ces territoires plus résilients, plus forts, chacun a son rôle à jouer. C'est là aussi intéressant. Le citoyen par son comportement, d'achat, bien sûr, mais les entreprises aussi, dans les fournisseurs qui vont choisir, dans les clients qui vont choisir, les collectivités aussi territoriales ont un gros enjeu là aussi. Elles subventionnent pas mal, en l'occurrence là en région Aquitaine dont je fais partie, elle subventionne pas mal les entreprises. Ça devrait être sous condition aussi, évidemment, sous condition qu'il y ait un effort fait au niveau de la relocalisation, environnementale aussi, bien évidemment. On n'a pas parlé de ces volets-là, mais donc oui, on a la capacité et il faut absolument qu'on revienne à ça pour créer ces territoires résilients. C'est la leçon pour moi à tirer, les leçons essentielles à tirer de la crise sanitaire. Et justement, Aurélie, tu viens de le dire, donc pour bientôt arriver à la fin et parler de la transition écologique, qui est votre vraiment cheval de bataille, on voit par exemple que les aides aujourd'hui accordées aux grandes entreprises sont sans conditions écologiques, notamment l'aviation, Air France, Renault. Comment on peut imaginer justement que l'État stratège que défend Thomas soit moteur dans la transition écologique qui est nécessaire pour préserver la planète? Thomas. Mais moi, parce que je sais qu'il y a une grosse partie. Alors même moi, j'essaie d'évoluer là-dessus. Alors c'est peut-être mon logiciel de base qui m'a un peu peut-être trop étatiste sur beaucoup de questions. Mais moi, j'ai l'impression en fait que il vaut mieux que ce soit. Alors encore une fois, pour avoir un État stratège, il faut qu'il y ait un stratège à la tête de l'État. C'est la condition. Si on a à la tête de l'État quelqu'un comme Macron, ou même comme Hollande, ou comme d'autres qu'on a eu ces dernières années, et ben leur seule stratégie, c'est d'étendre encore les pouvoirs du marché et de faire porter tous les ajustements sur les salariés. Je veux dire, la stratégie de Macron, elle était claire. Loi travail, baisse de l'ISF, enfin, faire en sorte que voilà, l'État ait de moins en moins de pouvoir, privatisation de certaines entreprises comme ADP et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas, la condition, si vous n'avez pas à la tête de l'État un stratège qui partage nos idées, parce qu'il faut qu'il partage aussi nos idées, ça ne sert à rien l'État stratège. C'est juste un mot qui est vain comme ça qu'on dit. Donc, il faudrait déjà, la condition de base, avoir quelqu'un qui partage nos idées à la tête de l'État. Maintenant, si on a cette personne-là, qui partage nos idées sur la transition énergétique, la transition écologique et une meilleure redistribution, enfin, une baisse des inégalités. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez plein d'entreprises publiques, par exemple la SNCF, plutôt que de la libéraliser, et plutôt que de faire en sorte qu'elle s'exporte et qu'elle vende je ne sais quoi à l'autre bout du monde, eh bien, on utilise la SNCF, le rail, comme un bras armé de la transition écologique, notamment dans les transports de passagers, en remettant à niveau la SNCF, mais également dans le transport des marchandises. Si vous avez EDF qui appartient à 80% à l'État, bah vous faites en sorte, parce que vous savez, en 2030, là, on a la majorité de nos réacteurs qui atteignent leur âge limite en 2030. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une opposition entre certains qui ont porté une loi de la transition énergétique au niveau de l'État et EDF qui veut clairement aller au bout en créant du nucléaire, des EPR et ainsi de suite. Et donc là, si vous êtes un État qui a l'actionnariat majoritaire et qui pense comme nous, bah, vous organisez la transition. Vous dites à EDF, écoutez, quand nos réacteurs arrivent à 40 ans, en assurant la sécurité énergétique, bien sûr, et l'accès à l'énergie pour tous, ce qui est important, eh ben, vous fermez progressivement ces réacteurs et vous développez des renouvelables qui assurent l'équilibre énergétique. Voilà. Dans un contexte où on doit consommer moins d'énergie grâce à la rénovation des bâtiments. Bah, tout ça doit être un minimum planifié et organisé, et c'est plus simple que ce soit organisé Alors Aurélie, par l'État. tu peux répondre, il y en a beaucoup de questions qui on met disent, à la tête de en gros, l'État stratège, ça ressemble au communisme, on voit ce que ça a donné. Donc sur la transition écologique, est-ce que l'État doit être stratège ou plutôt libéral? Bon, moi, je n'avais pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Thomas. Je partage évidemment. Et puis pour revenir à la question de ta question de départ, Pascal, sur les aides qui ont été données sans contrepartie écologique, c'est effectivement pas un bon signal là, du gouvernement. C'est complètement l'occasion. Il rêvait peut-être pas, mais enfin en tout cas c'était vraiment l'occasion de réorienter l'économie. Aujourd'hui l'État il réinjecte de l'argent, il va accompagner ces entreprises, c'est complètement le moment de le faire sous conditions économiques, sous conditions plus qualitatives, de réorienter la croissance vers du qualitatif, c'est sous condition de revenir à une économie plus locale. Enfin voilà, c'était
l'occasion. Donc oui, l'État doit avoir un rôle fort, doit avoir un rôle important, il doit reprendre sa place et pas être dans du communisme, mais retrouver un équilibre en tout cas. Et il doit être, quoi qu'il en soit, garant du bien public, garant du bien commun. Il doit accompagner aussi, pour moi. C'est peut-être plus ça. Oui, être stratège, mais il doit accompagner. En tout cas. Et alors, pour arriver vers la fin, on a quand même des questions. Vas-y, Thomas. Attends, j'aimerais bien répondre sur le communisme, là, s'il vous plaît. Pour vous dire, enfin, moi je pense pareil, il faut sortir de ces logiques du passé, en fait, qui nous empêchent de réfléchir le futur. C'est-à-dire que communisme ou capitalisme, hein, quand on regarde, je sais que la question environnementale ici était très importante, mais quand vous regardez les courbes sur un siècle, que ce soit communisme ou capitaliste, l'impact sur l'environnement a été désastreux. Donc, je veux dire, personne aujourd'hui n'a envie de revenir au communisme, sous quelque forme qu'elle soit. Et je pense que l'économie libérale a eu aussi beaucoup de désagréments, que ce soit sociaux ou environnementaux. Donc là-dessus, vraiment, la question, c'est de trouver des leviers. La vraie question, elle est là, c'est de trouver des leviers qui permettent d'enclencher cette transition écologique qui est aussi technique, qui n'est pas qu'une question de changement, qui est une question de changement de mode de vie, mais qui est aussi une question technique, qui est une question clairement technique. Alors, vous savez, l'énergie que l'on consomme aujourd'hui, c'est une énergie, ou l'énergie qu'on consommera dans 20 ans, 30 ans, c'est l'énergie qu'on choisit aujourd'hui de consommer. Aujourd'hui, on consomme de l'énergie nucléaire à 75% parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits il y a 40 ans. Donc, vous voyez, l'énergie, on peut pas changer tous les 4 matins d'énergie comme on veut, comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut un minimum de planification. Et aujourd'hui, le fait, justement, de rejeter cette planification, de faire, c'est qui planifie? C'est EDF. Et EDF, il a très bien planifié. Et il a dit, voilà, il veut des EPR et très bien. Donc, les choix, en fait, sont des choix d'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier, bien sûr, parce qu'à la tête de l'État aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a des gens qui servent plus ces entreprises que le reste. Donc, il faut se méfier de qui on met à la tête de l'État. Il faut faire attention à ça, bien sûr, mais qu'à un moment, les choix stratégiques… Et vous savez, je vous dis une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, même des pays qui se revendiquent d'un marché qui choisirait à la place de l'État sont en réalité des pays où l'État choisit beaucoup. Les États-Unis, si aujourd'hui on a du Google, si aujourd'hui on peut faire cette conférence comme ça, et si aujourd'hui on a des champions comme l'iPhone, c'est parce qu'avant, vous avez eu des investissements massifs de l'État américain dans les nouvelles technologies, à des visées militaires au départ, mais vous avez l'État qui a porté ces innovations. Alors, je ne dis pas qu'il faut refaire ce qu'ont fait les États-Unis sur le numérique, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais sur la transition énergétique, il va falloir avoir un minimum de vision sur le long terme pour pouvoir l'enclencher. Mais tout à l'heure, Aurélie l'a un peu amorcé avec le différent types d'économie bleue, biomimétisme, etc. On sait qu'on doit laisser à peu près 80% des énergies fossiles sous la terre. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un niveau de vie constant avec ces énergies qui restent sous terre? Ou autrement dit, comme le dit Bertrand, peut-on imaginer une société aussi confortable uniquement basée sur la production de ressources renouvelables, vertes et durables? Aurélie? Juste pour finir sur le communisme et le capitalisme, pour moi, Thomas, il faut juste dépasser ce clivage. Il faut vraiment changer de paradigme parce que même le communisme, on est aussi dans un modèle quantitatif. Et là, je pense qu'il faut, voilà, dans un nouveau mode de pensée, il faut vraiment, j'allais dire, changer notre. Mais oui, changer de paradigme, changer de logiciel de pensée. Voilà, en bref, c'était pour faire ça. Et la question… en fait, si on veut rester en dessous des 2 degrés, il faudrait laisser 80% des énergies renouvelables sous terre. Est-ce qu'on est en capacité de maintenir notre modèle social de confort, pour faire simple, d'Européens, avec les énergies fossiles qui restent sous terre? Ou est-ce que l'économie que tu prônes, Aurélie, donc biomimétisme, économie bleue, etc., permettrait de garantir ou maintenir ce niveau de confort? En tout cas, ça m'amène sur un sujet que je voulais aussi évoquer, qui est celui de… qui va répondre aussi à la question, j'espère, de la croissance verte. Pour moi, oui, c'est ça. Qui n'est pas une solution en soi, enfin qui n'est pas la bonne solution, parce qu'on reste toujours dans une dynamique de croissance et de production. Donc c'est produire toujours plus, on reste dans cette dynamique-là. Donc on a beau mettre des énergies renouvelables,
Mais les énergies renouvelables ne sont pas idéales non plus, elles sont polluantes aussi. On a des terres rares qui sont extrêmement polluantes, donc c'est pas la croissance verte n'est pas la solution idéale. Donc on doit vraiment basculer vers une croissance, encore une fois, qualitative. On doit raisonner en termes de qualité et pas de quantité. Et après, voilà, moi je prône davantage ce qu'on appelle l'économie régénérative, celle qui a un impact positif sur l'environnement, celle qui n'est pas, j'allais dire, celle de l'écologie classique et traditionnelle, qui l'écologie classique, elle essaye de faire moins mal à la planète, de moins abîmer la planète. Non, l'idée, c'est de faire mieux, c'est de prôner une économie qui, justement, a un impact positif, régénère nos environnements et mince, avec, faire un focus avec l'objectif, évidemment, qui reste la prospérité, le bien-être. Donc, on doit orienter notre objectif, notre façon de faire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon, j'ai perdu. Thomas, est-ce qu'on peut imaginer un niveau de vie ou de confort uniquement basé sur les énergies renouvelables ou justement, comme le dit Aurélie, il faut aussi sortir de ce modèle de production verte? Non, Aurélie a raison, entièrement raison. Et d'ailleurs, moi, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Soit dit en passant, je fais une petite aparté. 80% doivent rester sous terre et c'est une réalité. Et vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est où on a eu en 2013, donc il n'y a pas si longtemps, un grand débat qui a duré un an sur les gaz de schiste. Est-ce qu'on doit utiliser les gaz, le pétrole de schiste? Donc, est-ce qu'on doit aller chercher de nouvelles ressources? Aujourd'hui, vous avez l'Arctique qui est en train de fondre et vous avez notre compagnie française, Total, qui a fait des prospections sur place, parce que si l'Arctique fond, bah, il y a peut-être des ressources naturelles en dessous. Donc là, il y a un vrai problème. Et encore une fois, là, c'est nous, on peut manifester avec attaque, etc., ce qu'on fait tous. Mais là, c'est la question de qui est à la tête de l'État. Moi, je veux dire, je serais un président de la République et je vois que Total, moi, je convoque direct le président de Total et je dis, écoutez, les amis, là, c'est fini. Vous n'irez plus avec moi, vous n'aurez plus de contrat et ainsi de suite, que les choses soient claires. Vous voyez, et là, c'est le politique qui doit faire un rapport de force avec les entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand on lit les programmes comme le programme de Négawatt, ou quand on voit par exemple ce qu'il faudrait faire pour atteindre les 2 degrés, c'est-à-dire limitation de l'avion, limitation de la consommation de viande, on se rend compte que clairement, pour que ça réussisse, quand vous lisez le programme de Négawatt, hein, il faut qu'il y ait un État qui soit extrêmement dirigiste et des gens comme nous qui soient extrêmement disciplinés. Vous voyez, le développement du modèle de Négawatt, qui est un très bon développement, hein, et ben, pour que ça se mette en place, il va falloir y aller un peu comme des bourrins. Et si demain on doit dire aux gens qu'il faut limiter qu'ils ont le droit de prendre que 2 fois l'avion par an, ben, il va falloir y aller de manière extrêmement dirigiste. Soit dit en passant, vous avez plein de gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie, hein, parce qu'il faut aussi dire ça. Que quand on dit qu'il faut prendre par exemple 2 fois l'avion, ça ne concerne qu'une petite partie de la population extrêmement mobile qui la prend tout le temps, etc. Il y a une grosse partie des Français qui n'ont jamais pris l'avion avant 20, 30 ans et qui, quand ils le prennent, c'est un voyage tous les 3, 4 ans comme ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre l'avion tous les 4 matins pour faire des week-ends à Barcelone. Donc il y a une vraie question aujourd'hui de ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice et ce qu'on est prêt à nous imposer comme contrainte. Mais si on nous les impose comme contrainte, moi je crois à l'intelligence individuelle, mais l'intelligence individuelle, et ça je l'ai vu aussi quand j'étais à Place Publique, elle se porte souvent dans les paroles et très peu sur les actes. Parce que vous avez beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut plus prendre l'avion, mais qui le prennent tout le temps. Ce qui n'est pas mon cas par ailleurs. Mais vous voyez, et donc là, c'est à part des gens qui arrivent à se l'imposer d'eux-mêmes, il y a beaucoup de gens qui se l'imposent beaucoup dans les paroles et dans les mots, mais qui ont du mal à se l'imposer quand ça les concerne eux-mêmes. Donc derrière, il faut quand même qu'il y ait à un moment des gens qui posent des contraintes. Il faut qu'il y ait des interdictions qui soient faites, et ces interdictions, elles peuvent être posées aux entreprises et aux hommes que par l'État et par une forme de dirigisme. Et donc là, il y a une vraie question sur l'avenir et sur ce que l'on veut réellement. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je finis juste une chose, excusez-moi pour ne pas avoir. Moi, l'autre fois, j'avais écouté un reportage sur une petite ville au Royaume-Uni, Totnes, qui vit pratiquement en autarcie, qui a une empreinte carbone extrêmement faible, etc. Ben, quand on te présente ça ressemble pour moi au bouquin La plage ou au film La plage, si quelqu'un l'a vu avec DiCaprio. C'est-à-dire c'est un petit monde qui vit à part comme ça, qui est très content au Royaume-Uni, qui effectivement, vous y pénétrez pas aussi facilement que ça, hein, parce que c'est un monde qui se protège. Mais si vous vivez dedans, vous êtes dans un monde qui est rassurant, avec des gens sympathiques, qui pensent comme vous, qui mangent bien, et un univers, un petit paradis. Mais après, à l'échelle du pays, le Royaume-Uni,
le Royaume-Uni, c'est un pays qui développe les pétroles non conventionnels, qui a cassé toutes les réglementations environnementales dans le monde. Et donc, vous voyez, vous êtes un village comme ça, gaulois, dans un univers finalement qui est de pire en pire. C'est pour ça qu'il faut quand même voir l'échelon à un niveau quand même plus élevé, au moins à l'échelle Justement, des avant communes, Aurélie de te après laisser la peut-être parole, on a nation, beaucoup de questions des internautes. pour s'en C'est quoi sortir, la j'ai bonne l'impression. échelle? C'est le territoire, c'est la ville, le département, la région, pour changer justement? Ah, ouais, oui, moi je crois que c'est, à mon avis, un phénomène qui doit grossir. Donc je crois que ça doit commencer à petite échelle du territoire, et puis amener à grossir. Et ça, je pense que ça pourra peut-être contribuer à faire basculer ceux qui sont tout en haut. À mon avis, ça peut être un bon levier pour moi. D'accord. Avant-dernière question, on a beaucoup de questions sur le revenu universel. On voit qu'avec la crise, l'Espagne est tentée par le revenu universel. Alors, ils ont estimé à 400 euros. Vous pensez que le revenu universel peut être, comme tu le dis, Aurélie, tendre vers une société plutôt du bien-être et moins du quantitatif? Alors le revenu universel, ça dépend dans quel contexte il se pose. Si effectivement on change rien au niveau économique, et ça peut évidemment ça peut être un outil très intéressant dans une situation de crise, hein, avec le chômage, avec l'emploi qui disparaît. Ça peut être aussi une vraie solution, le revenu universel, dans une économie où on voit qu'il y a de moins d'emplois dans l'industrie. On voit on parle de la fin de l'ère industrielle. Finalement, l'industrie est en train de subir le même phénomène que l'agriculture à son époque. Elle emploie de moins en moins. Donc là aussi, par rapport à ce phénomène-là, le revenu universel peut être un bon outil. Et dans cette construction du monde de demain, si jamais on arrive à avancer dans cette dynamique-là, le revenu universel peut avoir aussi une vraie place, selon moi. Il est dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire je rejoins un peu les travaux de Bernard Stiegler là-dessus sur l'économie contributive. En donnant un revenu universel à chacun d'entre nous, ça nous laisse une partie de notre temps libre pour participer à des projets qui font sens pour nous et dans lesquels on peut être relativement, on est attiré parce qu'on est compétent, on peut apporter sa propre compétence à un projet et contribuer comme ça à créer ce tissu de richesse, qualitatif, si je puis dire. Thomas, sur le revenu universel? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Aurélie. Enfin, en tous les cas, moi, je trouvais ça sympathique qu'on discute déjà d'autre chose, d'une mesure sociale à la présidentielle de 2017, qu'on discute d'autre chose que de la dette, des déficits ou de la flexibilité du marché du travail. Et je trouvais que le revenu universel, alors il faut faire attention, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs versions de ce revenu universel. Il y a beaucoup de gens qui veulent que ce soit un solde de tout compte, et puis après, l'État n'intervient plus. Et puis, il y en a d'autres qui le voient différemment, hein, ce qu'a dit Aurélie, comme une façon différente de mettre le périmètre entre le travail et les investissements et les autres activités que l'on fait à côté, qui sont peut-être pas des activités salariées, mais qui sont des activités qui contribuent finalement au bon fonctionnement de la société. Et donc, oui, c'est des pistes sur lesquelles il faut discuter, mais ce n'est pas des pistes qui résoudront en réalité. Enfin, c'est des pistes qui sont importantes, mais à part un revenu universel qui soit à un niveau très élevé, ce n'est pas des pistes qui résoudront notre problème social et écologique. C'est un élément parmi tant d'autres. Mais ça amènera peut-être une réflexion sur la question du travail qui occupe beaucoup trop de place dans notre vie. En fait, aujourd'hui, ce qui est quand même et là, ça a été mis en avant par beaucoup de chercheurs, mais c'est qu'aujourd'hui, le travail est au centre de notre vie. Et en fait, tout ce que l'on consomme doit s'insérer dans le travail, une série rapide, un Deliveroo, toutes ces. Et toute la vie familiale, de couple, etc., tourne autour du travail. Et une société qui fonctionne comme ça, c'est pas une société. En plus, pour un travail souvent qui a une utilité sociale, on va dire relative, et parfois même qui a plus d'inutilité que d'utilité, bah là, il y a une vraie question aussi à poser parce que je pense qu'il y a beaucoup de travers de la société, il suffit de prendre le métro un matin pour s'en rendre compte, qui repose sur ce mode de fonctionnement qui mise tout sur le travail et sur le fait qu'il va falloir en plus travailler. Pour alimenter cette satanée croissance. Ça aussi, c'est quelque chose à revoir. Cette satanée croissance. Alors, juste pour finir, une dernière question. Naomi Klein a montré dans son livre La stratégie du choc qu'après toute grande crise, les tenants du capitalisme mettaient en place des choix ultralibéraux. Comment faire en sorte que ces crises échappent à cette théorie, à cette règle?
Aurélie? Moi, j'ai le sens, je sais pas, j'ai un sentiment où je suis assez optimiste par rapport à la population là. Elle se laissera peut-être pas faire. Je sais pas. On vit quand même quelque chose de très particulier en ce moment. Il y a, bon, on a vu quand même des prises de conscience et les gens qui n'ont pas forcément envie que ça soit plus compliqué et plus difficile après. Les gens voient quand même émerger aussi quelque chose de nouveau, ils aspirent à quelque chose de nouveau. Voilà, je rejoins ce que je disais tout à l'heure aussi sur ces créatifs culturels. Quoi. Je ne peux pas croire qu'on ira vers quelque chose d'encore plus libéral. Surtout après avoir vécu ça, on sent bien voilà l'importance de l'État, donc il faut arrêter avec cette libéralisation à outrance. Donc je pense que les mobilisations, à mon avis, ça va être plus compliqué, ou du moins je l'espère, de faire passer des politiques ultralibérales. J'ai le sentiment que ça va pas bien passer, que ça va pas forcément passer. Alors, avant de te laisser la parole, Thomas, on a quand même Christine Lagarde qui a annoncé que c'était impensable d'annuler la dette et le gouverneur de la Banque de France qui a déclaré que l'augmentation des dettes supposera un effort budgétaire rigoureux des dépenses publiques. Thomas? Bah voilà. Bah écoutez, bah voilà. Non mais moi bon, j'aimerais partager là sur ce point l'optimisme d'Aurélie. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a eu quand même. Moi, il y a quand même plusieurs choses qui me font peur. C'est qu'on a eu cette crise quand même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a eu cette crise financière de 2008, qui était une crise clairement du modèle économique du capitalisme libéral. On a eu ça en 2008, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que notre génération a vécu quand même deux crises majeures. Vous voyez. Donc, on s'est dit, bon, c'est la fin, la finance, ça va être remis. On a eu un discours de Sarkozy, mais enflammé sur la fin du capitalisme libéral. Et 10 ans plus tard, mais 10 ans, on a mis à la tête de la France un mec qui avait le même discours que Sarkozy. C'est-à-dire qui a dit qu'il fallait travailler plus, qui a dit que la France s'en sortait moins bien que les autres pays parce qu'elle travaillait moins, qu'il fallait faire des réformes, qu'il fallait et réduire les dépenses. On a eu le même discours finalement que Nicolas Sarkozy, quasiment le même, 10 ans plus tard. Donc on n'a tiré aucune leçon de cette crise-là, sachant qu'on a eu ce même discours dans un contexte où la France a retrouvé son niveau d'activité, de richesse 8 ans après. C'est-à-dire qu'elle l'a retrouvé en 2016. En 2016, on avait le même niveau de richesse qu'en 2008, avec des inégalités énormes au sein du territoire. Vous voyez. Et on a, un an plus tard, trouvé un mec super moderne, super sympathique, c'était pas mon cas, hein, dans Macron. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment les gens n'ont pas pu tirer les leçons de cette aventure-là, sachant qu'il y avait, encore une fois, des régions en France qui étaient extrêmement pauvres. Donc moi, la capacité de résilience quand même des populations, elle est impressionnante. Alors, je vois pas comment on a eu plusieurs mouvements, les gilets jaunes, etc., de gens qui. Mais là, j'ai très peur pour la suite. Et vous savez, vous regardez Macron, il vous endort en vous disant oui, il faut se réinventer, et moi le premier, il faut sortir des sentiers battus. C'est ce qu'il a dit la dernière fois. C'est très bien. Il dit ça, mais au même moment, Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, il dit qu'il va falloir faire des efforts. Sa secrétaire à l'économie, elle dit qu'il va falloir faire des efforts, travailler plus. Il y a le MEDEF en embuscade qui dit qu'il faut revenir sur les congés payés. Vous voyez, les vacances, etc. Vous avez le gouverneur de la Banque de France, l'activité n'a même pas repris, qui dit qu'il va falloir rembourser la dette. Alors qu'on est encore confiné, on n'a même pas commencé à retravailler. Et donc, ces gens-là, ils tiennent un système. Ils tiennent un système, ils nous l'imposent. Et donc, moi, je dis, j'espère qu'on va pas avoir cette résilience, mais enfin, il va falloir vraiment, je pense, aller se manifester très fortement pour qu'ils l'entendent en haut lieu. Parce que visiblement, ils n'ont pas l'air de tirer les conséquences et ils ont l'impression que comme on est confiné, c'est des vacances. Mais il faut leur faire comprendre que là, on va sortir du confinement extrêmement excités. Mais c'est important. Non, mais vraiment, c'est important. Parce que tout va passer comme une lettre à la poste, là, moi. C'est ça qui me fait très peur. Et là, cette fois-ci, je pense que les conséquences sociales, elles seront extrêmement fortes. Extrêmement fortes, beaucoup plus fortes que ce qu'on a vécu à l'ancienne crise. Juste pour finir en une Et donc, phrase, il va falloir être prêt. En justement pour sortant, faire je pense qu'il va référence à falloir Naomi être Klein dans mobilisé. son livre, là, pour le coup, qui s'appelle Tout peut changer. Elle dit que dans l'histoire de l'humanité, les vrais changements culturels sont venus des mouvements donc voilà, c'était pour conclure sur cette note des mouvements sociaux. Donc tout maintenant, on ne va pas se laisser endormir, on n'est pas en vacances, on va se bouger. Merci Aurélie, merci Thomas. Vous voulez conclure par quelque chose de très bref? C'est bien. Donc voilà, moi c'était ça. Très bien. Bonjour. Thomas? Oui, moi aussi, Voilà. bougeons-nous.
moi, là, bougeons-nous et oublions nos divisions. Oublions nos divisions. Oublions toutes les petites divisions en réalité. Là, on a un ennemi commun qui est le modèle actuel et ceux qui portent ce modèle-là. Donc, le but, vraiment, c'est de faire en sorte que ce rouleau compresseur, pour la plupart d'entre nous, hein, à différents niveaux, la plupart d'entre nous, s'arrête. Donc, mobilisons-nous, quels que soient nos différents géographiques, sociaux, culturels, tout ce que vous voulez, mobilisons-nous contre ce modèle-là. Et ayons conscience d'une seule chose, c'est que la minorité, ce qu'on appellerait les 1% ou autres, les 5-10%, ont aussi énormément de différences, mais qui savent toujours se mettre d'accord quand ils ont des intérêts communs. Et nous, il faut qu'on ait des intérêts communs et qu'on arrive à se mettre d'accord. Et là, il faut être prêt, parce qu'à mon avis, la rentrée, là, on va sortir du... Mais en premier lieu, je veux dire, il y a des conséquences psychologiques énormes. Hein. On va sortir de ce confinement à moitié détruit. On va vouloir retrouver une partie de notre vie normale, c'est-à-dire notre vie sociale, revoir des gens, repouvoir marcher, enfin, voir des amis, etc. Et on va être un petit peu endormi. Et c'est là qu'ils vont passer les pires choses. Et donc là, il faudra dire non. Parce que Macron, il joue le rôle de calmer tout le monde avec des grandes phrases sans mesures concrètes. Mais derrière, le maire et Édouard Philippe, ils vont mettre en place des réformes qui vont être Merci extrêmement Aurélie, dures pour les merci Thomas, populations. merci à Donc vous tous qui êtes soyons extrêmement vigilants et nombreux soyons sur le prêts. chat et très actifs. Je vous souhaite une bonne fin de confinement et bon courage pour ces jours qui nous restent jusqu'au 11 mai en espérant qu'on sorte le 11 mai. À bientôt et bonne route.